3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Mabrouk Chetouane nous accompagne également, le responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et Benoît Vesco est également avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Benoît, on rentre dans le dur. On est en train de rentrer dans le dur de la saison de publication trimestrielle, les résultats des entreprises qui font un point sur leur activité, sur leurs marges, leurs profits à l'issue du troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison de publication? Est-ce qu'on a déjà quelques enseignements à en retirer? Et est-ce que cette nourriture fondamentale pour les investisseurs vient valider, j'allais dire, les niveaux de marché qui ont pu être atteints ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines? C'est vrai que dans un marché qui est au plus haut, quasiment partout, les investisseurs peuvent raisonnablement s'inquiéter, mais quand on regarde effectivement cette saison de résultats, pour le moment, elle est plutôt de bonne facture. Alors, on sanctionne, c'est-à-dire que les moindres déceptions sont vite sanctionnées et de manière assez forte, ça c'est clair. Mais on n'a pas on voit que les entreprises ont plutôt bien géré, notamment aux États-Unis, cette phase, cette guerre des tarifs dont on s'inquiétait tous. Ils l'ont bien anticipé a priori et ils ont bien manœuvré jusqu'à maintenant. On s'inquiète de ces hauts niveaux d'indices, mais quand on regarde les valos et surtout les résultats anticipés pour 2026, ils sont en hausse. Donc, pour le moment, les entreprises délivrent. On n'a pas de raison fondamentale de remettre en cause leurs anticipations. Donc, tout ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour nous, la raison fondamentale de cette hausse des marchés qui peut inquiéter certains, c'est que on a quand même on a retrouvé aux États-Unis un cycle de baisse des taux directeurs. Et c'est quand même le sujet qui va nous porter probablement jusqu'au début de l'année prochaine et qui va soutenir les marchés de manière naturelle. Il n'y a pas de raison que ces baisses de taux ne soient pas amicales, si je puis dire, Benoît, que c'est forcément du carburant supplémentaire pour des actifs risqués, que ce soit le crédit ou les marchés d'actions. Oui, clairement, de manière très classique. Le monétaire aux États-Unis rémunérait très bien. La Fed était en retard. Ces capitaux qui se sont accumulés sur le marché monétaire américain, ils vont devoir se réinvestir progressivement ailleurs. Et ils ont sûrement commencé à le faire. On commence à avoir des mouvements dans ce sens-là. Les vecteurs naturels, ça va être le marché obligataire ou le marché action. Et c'est ce qui explique et ce qui expliquera probablement les hausses à venir dans les prochaines semaines et jusqu'au début de l'année prochaine. Donc là-dessus, on n'a pas d'inquiétude majeure. On pourra se poser des questions sur les moteurs à venir suivants dans les premiers et deuxième trimestres 2026, mais à court terme, pas d'inquiétude majeure et il faut plutôt suivre ce mouvement-là que vouloir le combattre. Ce phénomène de liquidité, banque centrale notamment, avec la Fed qui entre à nouveau en action, Mabrouk, c'est quelque chose de puissant pour la dynamique de marché, pour le momentum de marché. Comme le soulevait Benoît, à ces niveaux de marché, avec le thème de l'IA, on aura sans doute l'occasion d'en dire un mot. Tous les jours, on voit les gros titres de la presse financière qui s'interrogent sur l'idée d'une bulle, est-ce qu'on est en train de revivre 2000, etc., etc. Tant que ces questions existent, j'allais dire, c'est qu'on n'est pas encore en mars 2000. Mais il y a quand même ce phénomène de liquidité qui entretient beaucoup d'appétit pour le risque, pour dire le moins. Au-delà des taux, puisque finalement la question des taux d'intérêt a été réglée dès le mois d'août. Donc au symposium de Jackson Hole, on savait déjà quelle était la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Ça a été confirmé avec les anticipations, les projections médianes du FOMC. Donc là-dessus, finalement, c'est déjà dans les cours. Donc il n'y a pas véritablement... le carburant est déjà là et sans doute les marchés sont en train de le consommer. Il y a aussi une autre affaire finalement qui passe un peu en dessous des écrans radars, mais qui va être aussi un puissant vecteur. Ça va être l'autre pendant de la liquidité, c'est le bilan, la gestion financière effectivement de la Fed, qui va être là aussi, et la Fed va vraisemblablement devoir arrêter peut-être un petit peu plus tôt, du moins décélérer son QT. Pourquoi est-ce qu'elle va devoir le faire? On voit déjà qu'il y a eu ça a été quasi préannoncé par Powell la semaine dernière. Oui, donc, mais on voit bien que quelque part, ça répond aussi à quelques petits dysfonctionnements déjà qu'on a pu observer sur le marché de la liquidité interbancaire. On voit aussi qu'il y a quelques petits épisodes finalement de stress qui interviennent, qui rappellent quelque part aussi la crise des banques régionales. Donc on voit bien qu'il y a un secteur bancaire, du moins un petit segment, une petite fraction de ce dernier qui
peut-être en plus grande souffrance par ailleurs, donc qui va forcer la Fed quelque part à se montrer peut-être encore plus accommodante. Pourquoi on a ces poches de tension, Mabrouk? Pourquoi là, maintenant, on a des poches de tension sur la tuyauterie dans la plomberie monétaire américaine? Bon, c'est assez fréquent, hein, donc Ouais. c'est des choses qu'on a déjà vues par le Une forme passé. d'accord. Oui, oui, non, C'est la saison, quoi. Oui, non, Non, mais il n'y a, j'en pas sais rien, il y a mais- pas de saisonnalité, au même titre qu'il n'y a pas eu de saisonnalité sur le marché La croissance européen. américaine est OK, comme vous dites, la Fed a signalé C'est qu'elle là où, rentrait dans justement, un... je serais peut-être Ah. un peu plus circonspect. C'est-à-dire qu'en gros, la croissance américaine a été, on va dire, Si assez juste volatile. pardon, je vous coupe, mais s'il y a ces tensions, ça veut dire que dans le système, il y a des acteurs qui ont Comment un peu plus besoin que d'habitude de liquidité en Voilà, dollars, il y a et peut-être- que cette liquidité, elle a un prix. Exactement, et qu'il y a peut-être une fragilité un peu plus grande finalement du système, en tout cas de certains secteurs, qui ne sont pas forcément aussi bien que le laisse penser le momentum macroéconomique aux États-Unis. Tout le monde dit effectivement la croissance va être forte, etc. Bah, en fait, peut-être qu'elle ne sera pas si forte que ça, notamment au 4e trimestre de cette année. Là, on sait que pertinemment le 3e trimestre va être plutôt bon, mais l'atterrissage en fin d'année risque d'être effectivement beaucoup plus difficile, si je puis dire. Et pareil, pour le début de l'année prochaine, finalement, cette séquence Q4, Q1 2026 va être peut-être beaucoup plus complexe et va devoir forcer la Fed à faire quelque chose. Et c'est là où, justement, sur la partie marché actifs risqués, notamment actions, on risque d'avoir une Fed qui va sans doute effectivement faire le travail, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pas forcément justement avoir des marchés actions en face qui vont réagir positivement. On est dans un moment, à mon sens, On va faire la Fed au regard de l'environnement macroéconomique ou de l'évolution de l'environnement macroéconomique sera peut-être pas suffisant pour tenir les niveaux de prix et de valorisation qu'on a observés jusqu'à présent sur le on marché. vit dans un moment justement où la Fed va peut-être devoir faire un peu plus. À quoi se prépare la Fed à travers ses baisses de taux, à travers sa politique de bilan pour les prochains mois et les prochains trimestres? Alors, moi, je voulais juste mentionner qu'il y a encore peu, hein, quand on regardait les chiffres de profitabilité, profit des entreprises aux États-Unis, on était à un point haut quasi historique. Je pense que maintenant, on est en train de rentrer dans une séquence de baisse des profits. Alors, il y a plusieurs moteurs. Il y a bien sûr l'histoire des tarifs. Les entreprises sont obligées d'absorber une partie du choc. Mais il y a un autre facteur qui joue, c'est le renchérissement du coût du service de la dette. Pareil, il y a encore quelques temps, on avait des coûts de service de la dette qui étaient en moyenne très faibles. Mais là, en fait, on a toute cette dette qui a été levée il y a quelques années, qui maintenant est reconduite, mais à des taux nettement supérieurs. Et donc ça, donc il y a ce retournement. Et puis on le voit aussi si on suit le marché du crédit, il y a une tendance assez nette à la détérioration des ratings des entreprises depuis de nombreux mois. Voilà. Alors, ça reste en général mais pas de bonne qualité, pas inquiétant, oui, mais oui. la tendance, quand vous regardez, elle est très claire. Hein, c'est une pente comme ça. Donc la morsure des taux commence à se voir arriver maintenant. Et puis là, les tarifs qui jouent aussi, et donc, voilà, il y a quelques pans de l'économie, les entreprises les plus fragiles, sur ces deux fronts, tarifs et endettement, qui deviennent vulnérables. C'est quelques pans de l'économie, Michel, qui ralentissent ou qui voient leur profit ralentir? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, la majorité de l'iceberg avec une partie émergée qui est évidemment liée pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que c'est la majorité de l'iceberg, qu'on va aller vers un hard landing, une récession brutale de l'économie. Donc la barre du K qui baisse, elle reste encore moins importante que la barre du K qui monte dans ces fameux... ces fameuses symboliques. Non, mais il y a quand même beaucoup de signaux annonciateurs. On parlera peut-être du marché du travail aux États-Unis, qui montrent qu'on va... Bien, on n'a pas de données maintenant, mais en tout cas, jusqu'au moment où on avait des données qui plaident pour une détérioration graduelle. Alors, encore une fois, il n'y a rien d'extrêmement inquiétant. Comment on anticipe ça? Qu'est-ce qui vous amène à anticiper ça, Michel? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, la détérioration du marché du travail. Et puis après, on a l'impression que le marché du travail... Alors, il n'y avait pas simplement les chiffres d'emploi, mais tous les indicateurs associés qui montraient un marché du travail gelé. Les entreprises ne bougent pas, ne recrutent pas, ne licencient pas. Les gens qui sont en emploi ne cherchent pas à bouger. Et les nouveaux entrants sur le marché du travail ont du mal à trouver un travail. On voit bien dans le chiffre du chômage, le chômage, il augmente chez les jeunes, pas chez les personnes, comme on dit, de prime age. Et donc là, c'est vraiment, en général, quand on est dans cette étape de gel du marché du travail,
c'est souvent annonciateur d'une étape suivante de plus grande dégradation, si et seulement si c'est toute l'économie qui ralentit. Et donc là, c'est la question pour les prochains trimestres. Je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de penser que cette économie va ralentir fortement, même qu'on ait un taux de croissance à 0 au 4e trimestre. Il y a le shutdown, il y a d'autres raisons. Il y a un moment aussi, il y aura les effets négatifs du tarifaire qui vont se voir. Alors c'est toujours intéressant, c'est qu'il y a très peu d'effets négatifs sur l'économie américaine en 2025. C'est plutôt une histoire 2026, cette histoire-là. Et donc, on peut aussi rajouter avec l'histoire des tarifs le fait que les prix vont augmenter de 3 à 3,5%. Donc, ça va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, la consommation. Bon, voilà, si on a le travail, le pouvoir d'achat. Donc, derrière les dépenses liées à l'IA, il y a quand même des moteurs du côté de l'investissement, de la consommation, qui sont en train de fléchir. Juste rappeler une chose sur l'investissement. Enfin, il faut rappeler aussi les masses mises, les capex du secteur technologique. Mais ça se voit dans les comptes nationaux. Oui. C'est tellement c'est gros, macro. en fait. Oui. Mais voilà, à ce stade, c'est macroéconomique. C'est-à-dire qu'en gros, l'investissement quand vous regardez les comptes nationaux qui progressent à plus de 2% finalement sur une variation trimestrielle, c'est pas possible en fait à ce stade du cycle. Et pourtant, on l'observe aux C'est plus de la moitié de la croissance américaine. Non, mais c'est une contribution très nette et c'est surtout en fait à ce stade c'est pas soutenable avec des conditions monétaires telles que l'on connaît, parce qu'en gros la Fed a tout juste entre guillemets commencé la deuxième phase de ces baisses de taux. On a quand même eu un premier et un deuxième trimestre avec une progression très nette de l'investissement des entreprises. C'est lié effectivement à l'IA. Et c'est soutenable ou pas? Clairement oui, parce que ce qu'on dit par ailleurs, c'est que quand on projette finalement les dépenses de CAPEX de ce secteur, ça ne va pas s'arrêter d'une part. Et l'autre point, effectivement, j'étais peut-être effectivement un peu conservateur dans mon propos concernant le marché action, mais il y a quand même un facteur extrêmement puissant dont on parle assez peu, ce sont les buybacks. Et donc là, clairement, ça va continuer. Le programme de buyback sur le 4e trimestre, il va être stellaire, là encore. Et donc, cette économie américaine, et je termine là-dessus, finalement, quand on regarde, il y a un point aussi qu'on néglige fortement, parce que en Europe, on n'a pas ce genre d'effet, c'est l'effet richesse. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, tant que les marchés montent, malgré finalement l'état du marché du travail, la distorsion finalement, du moins la concentration de la consommation des ménages, qui est surtout sur les gros revenus, 10%, quoi. Exactement, qui contribue le plus, eh bien, eux bénéficient à plein de cet effet richesse et ça continue de booster la consommation. Donc, tant que les 10% tiennent, tant que les capex liés à l'IA tiennent, il n'y a pas de raison que le régime de croissance... On peut rétorquer que c'est deux petits bouts, effectivement, qui font tenir la masse. Oui. Le si on regarde le CAPEX, donc l'investissement des entreprises aux États-Unis, hors IA, il baisse. C'est ça. Donc c'était il baisse depuis longtemps. Cette fameuse économie en cas, c'est bien ça. Et donc la Fed est dans le bon tempo là, du coup. Jamais. C'est très probablement, oui. Ouais. Après, toujours pareil. La question, c'est jusqu'à quel niveau baisser les taux. Nous, on dit autour de 3%, 3+. Et puis effectivement, peut-être que sur le bilan, il y a matière à penser à cesser de le baisser, en tout cas en pourcentage du PIB. Et peut-être même commencer à réaugmenter. D'accord. On arrive au niveau plancher de liquidité nécessaire au système, en dollars en tout cas. On le fait qu'après. C'est ça. Il y a le bilan de la Fed aujourd'hui en point de PIB, là j'ai vérifié, c'est 22% du PIB. Ouais. C'est plus bas qu'en 2014. D'accord. Alors, en Europe, on est à 40% du PIB, c'est 2 fois plus qu'en 2014. C'est juste pour vous dire. On n'est pas du tout au même... C'est le problème, c'est que le PIB européen il a tellement stagné, alors que le PIB américain en nominal a tellement augmenté. Mais bon, en général, il y a une relation entre... Oui, d'accord, mais il y a une relation aussi avec les besoins de l'économie, la masse monétaire. Oui, non, bien sûr. C'est bien important quand même de remettre en perspective ce jeu de comparaison entre les États-Unis, y a un rapport de 1 à 2. La zone euro donc la question que se posent toutes les banques centrales, c'est compte tenu maintenant du mode de financement de l'économie, c'est quel est le niveau de bilan et la structure de son bilan. Pour la Fed, peut-être qu'il faut commencer à la réaugmenter. Ouais. En achetant peut-être certaines parties de courbe plus que d'autres, certains mortgages immobiliers plus que d'autres, etc. Ça, c'est du fine-tuning, mais essentiel quand même pour la tenue de l'économie américaine. Bon,
Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement autour du thème de l'IA quand on est investisseur, gestionnaire d'actifs aujourd'hui, Benoît? Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne de ce point de vue-là? Et comment rester exposé à ce thème qui paraît incontournable, structurant même sans doute pour l'avenir, mais qui peut générer un risque de surchauffe, et qui dit risque de surchauffe peut dire risque de déconvenue et potentiellement importante. Oui, alors je pense qu'on est tous convaincus de l'utilité de l'IA dans l'économie et de son intérêt. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, comme vous le dites, dans chaque révolution technologique, dans chaque révolution, de manière générale économique, vous avez toujours des flux de capitaux qui vont venir s'investir de manière massive sur cette nouvelle technologie. Il y aura forcément des erreurs d'allocation à un moment donné. Et il y aura sûrement à un moment donné une surallocation des capitaux sur ces technologies et des déceptions. Mais on est encore dans la phase, c'est la fameuse courbe de Gartner qu'on aimait bien brandir dans les années 2000, donc c'est bien de revenir sur ce petit graphique. On est toujours dans cette phase, à notre sens, d'anticipation. Alors, probablement trop optimiste à un moment donné, mais on est encore loin, et on le disait tout à l'heure, on a face à nous des investisseurs qui sont les 7 magnifiques, qui ont encore les poches pleines et qui vont continuer à investir. Donc on n'est pas encore à cette phase de surcapacité où on va se rendre compte que les anticipations qu'on avait étaient peut-être trop optimistes sur certaines utilités et où on va revenir à la raison. On a encore du temps devant nous et encore une fois, ce retour à la réalité, il arrivera à notre sens quand le cycle des taux directeurs de la Fed aura changé. On n'y est pas encore. Et comme par hasard, c'est quand la liquidité repart que tout d'un coup on revient à des choses plus raisonnables. On n'y est pas encore. Donc il faut suivre. Alors c'est pas simple parce qu'on est dans un marché hyper polarisé et c'est pas nouveau, avec quelques valeurs qui font le marché, l'économie et le marché. Mais il faut quand même rester investi. Est-ce qu'il y a une manière de dérisquer quand même l'exposition à ce thème? C'est-à-dire que la concentration est très forte, c'est compliqué à gérer, avec en plus un cadre réglementaire qui est compliqué. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir que les 7 magnifiques en portefeuille quand on est gestionnaire d'actifs professionnel. Mais comment on dérisque un peu ce thème? Est-ce qu'il y a des thématiques connexes? Est-ce qu'il y a des entreprises connectées à ce thème qui, pour autant, ne sont pas forcément dans le risque de surchauffe le plus immédiat? Oui, alors il y a des manières de dérisquer, déjà en trouvant, alors c'est toujours pareil, alors, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on préfère les vendeurs de pelles et de pioches que les utilisateurs, parce qu'on n'est pas encore sûr de trouver ceux qui arrivent. Donc rester sur les vendeurs de pelles et pioches, ça reste quand même confortable. Voilà. Vous dites, c'est là où il faut être encore aujourd'hui. On a quelques annonces d'utilisateurs qui nous disent, ça y est, on arrive à gagner la productivité. C'est pas si clair que ça encore. Donc il faut se méfier un peu de ces annonces-là. Malheureusement, ça va prendre encore du temps. Donc plutôt sur les fabricants, avant tout. On peut trouver quelques proxys en Europe qui sont peut-être un peu moins exubérants et un peu moins sursollicités par les investisseurs. Ça, c'est intéressant à voir. Quand on revient en Europe, on a d'autres thématiques de souveraineté de manière plus globale, d'efficacité énergétique et autres, qui restent d'avenir, qui sont intéressants. Et il faut quand même garder en tête que, à notre sens, le programme d'investissement que va devoir mener l'Allemagne va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, mais... Donc ça aussi, ce sera un moteur. Oui. Donc voilà, donc il faut rester toujours investi sur ces sujets-là et effectivement essayer de trouver d'autres vecteurs de performance. Sur l'IA, qu'est-ce que vous dites à ce stade du point de vue de marché, Mabrouk? C'est un thème très chaud. Tout le monde s'interroge sur le risque de bulle chaque jour, chaque minute. Est-ce que ça nous prémunit contre le risque d'un éclatement imminent d'une bulle qui serait en train de gonfler? La bulle, de toute façon, on ne peut la constater que lorsqu'elle a explosé. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, je crois qu'il n'existe, on va dire, aucune méthode, aucune modélisation, aucun modèle capable, effectivement, de détecter une bulle. Sinon, ça se saurait. Et il y en a beaucoup qui ont essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais vous dites quand même sur les CAPEX... Ça va continuer. Et le CAPEX, en fait, c'est une condition sine qua non pour générer du revenu. Vous n'investissez pas, vous n'avez pas de revenu. Ça, on le sait. Donc, il y a une égalité comptable. Pas d'investissement égale pas de revenu. Investissement égale promesse de revenus futurs. Et donc, finalement, quand on regarde la croissance des revenus anticipés, notamment pour le Nasdaq, et chaque année, c'est le même discours. Début d'année, on commence avec à peu près une croissance de 20% des revenus pour les entreprises du Nasdaq. Et on dit, c'est trop, on va être encore surpris à la baisse, etc. Rebelote, ça a encore marché cette année. On est à quasiment 30% pour le Nasdaq. Et déjà, on sent que pour l'année prochaine, c'est déjà en train d'être révisé légèrement à la hausse. Donc, il y a encore finalement en fait, du potentiel. Alors, on n'est pas à l'abri comment dire,
d'un drawdown, d'une volatilité de marché. On l'a vu le 2 avril, enfin toute cette séquence du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Modulo, bien sûr, l'échange. Et ben finalement, on est reparti de plus belle et on a explosé, entre guillemets, tous les records. Encore une fois, c'est un marché également de flux. On néglige effectivement cette dimension, on regarde effectivement les fondamentaux en disant finalement, dès l'instant où on a un point d'entrée, tout le monde s'engouffre. Parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a cette conviction qu'on ne peut pas faire autrement finalement qu'avec l'IA. Alors, il est beaucoup trop tôt, bien sûr, pour parler de gains de productivité ou même de changement finalement dans les cycles macroéconomiques. C'est-à-dire qu'en gros, et on avait cette discussion quelque part, enfin, j'étais trop jeune, mais il y a eu cette discussion en 2000 bien sûr. En disant le cycle macro est mort. D'accord. Donc le cycle macro est foutu parce que il y a plus finalement, on va plus être astreint à cette cyclicité de hausse et de baisse. L'internet, etc. Toutes les nouvelles technologies qui avaient été avancées allaient justement nous emmener sur un sentier de croissance. Et 20 ans après, on nous dit que Internet, c'est en termes de gain de productivité, c'est zéro. On ne sait pas la mesurer. Ça se mesure pas, quoi. Ça se mesure pas parce qu'on n'a pas les outils. Donc c'est pas zéro. C'est comme l'inflation. On ne sait pas. D'accord. Donc finalement, on peut pas non plus mais on sait pertinemment que tous ces outils-là ont quand même changé notre quotidien. Donc, et on peut pas. Pour quelle productivité? Non, à la limite, il y a productivité et confort. Et ça, entre eux, c'est un débat en microéconomie qui est constant. Passons. Et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, et même quand on regarde les valorisations du secteur de la tech, c'est pas élevé, en fait. Vous prenez par exemple. Non, c'est pas... Dans les marchés cotés, oui. Dans les marchés cotés. Donc, moi, je ne parle de ça. Oui. Donc là où il y a un prix, ça se mesure. Là où il n'y a pas de prix, ça se mesure pas. Donc pour moi, c'est encore un autre monde. Le S&P 500, quand vous regardez la valo, ça se paye effectivement très cher en termes de bénéfices. Et donc, ça montre qu'il y a quelque part des distorsions au sein même des secteurs. Quand vous regardez le Nasdaq, effectivement, tout le monde a ce secteur en tête, ça ne se paye pas si cher que ça, parce que quand vous regardez la croissance des bénéfices de ces boîtes, c'est juste stratosphérique et c'est pas cher au regard du prix que l'on paye. Donc, nous, on aime bien et on se dit franchement, pour une allocation de long terme, puisqu'en plus, on dit que la durée de détention requise pour les actions, c'est 5 ans, on y va et on ne se prend pas la tête. Bon, parlons de l'Europe, Michel. Où va l'Europe? Alors, on a la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Le marché, déjà, depuis un moment, n'attend plus rien ou vraiment pas grand-chose de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça commence à bouger. Donc, dans quel sens? C'est la question. J'entendais l'autre jour, je crois, François Villeroy-de-Galhau nous dire que, selon lui, le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne était une nouvelle baisse de taux. Ce qui sous-entend en creux que ce n'est pas une évidence peut-être pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que ça l'est pour vous? Et si on essaye de se projeter sur 2026, à quoi se prépare ou à quoi doit se préparer la Banque Centrale Européenne sur le front de l'activité et sur le front de l'inflation? Bon, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose cette année. D'une part, il n'y aura pas assez de nouvelles pour pouvoir infléchir la position de la BCE qui est en wait and see. On est confortable, bien positionné. Bien positionné pour réagir à toute nouvelle. Mais nous, on pense qu'effectivement, le prochain mouvement, ce sera une baisse des taux en mars 2026. Une seule baisse des taux, jusqu'à 1,75. Et pour nous, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que là, on anticipe que l'inflation baissera autour de 1,4, 1,5% au début de l'année prochaine. C'est lié aux effets retardés de l'appréciation de l'euro, à la baisse des prix de l'énergie, puis un peu aussi le mouvement continu de désinflation de l'inflation domestique. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que on n'a pas encore tous les effets positifs en Allemagne du plan de relance. Ça commence que maintenant. Hein. On n'en a aucun, même. Justement, c'est ça, Michel. Non, on en parlera, mais ça commence maintenant, au mois d'octobre. Il ne s'est rien passé, il n'y a eu que des annonces avant. Et on a les effets retardés de tous les chocs passés. L'Allemagne est en récession depuis 2022. C'était encore le cas au deuxième trimestre de cette année. Et il y a les effets retardés sur l'emploi. Alors, l'emploi, pour l'instant, il est en glissement annuel, c'est 0. Mais il y a quand même 300 000 emplois détruits dans le secteur manufacturier. Ça devrait continuer. Et nous, on pense qu'on va passer en territoire négatif au tournant de l'année. Et en France, l'emploi marchand est sur une trajectoire négative aussi depuis 3-4 trimestres. Ça devrait continuer. On va rajouter les effets de l'apprentissage, du durcissement budgétaire, en tout cas des mesures prudentes sur les politiques de l'emploi. Et donc, on voit un panorama début 2026 où on a une inflation à 4 à 5 assez loin de la cible. Oui.
donc pas confortable. Ça va faire un peu de bruit quand même. Ouais. Si l'inflation tombe, comme vous dites, à un 4, un 5, Voilà. ça va se voir. Ça on va- n'est pas proche On de n'est pas, 2%. on n'est pour pas le un coup. 7, un 8, Ouais. voilà. Et puis l'emploi, concrètement, le taux de chômage qui monte en Allemagne et puis Et en puis France. en France, et puis avec autour de ça d'autres annonces de difficultés dans le secteur manufacturier allemand. Donc pour nous, ça c'est le panorama du début d'année D'accord. 2026. Maintenant, si on essaye de voir un peu plus loin, L'avenir, ouais. on est relativement optimiste, comme tout le monde, hein, comme tous les prévisionnistes sur l'Europe. Et là, il y a 3 facteurs. Il y a le plan de relance en Allemagne qui est conséquent. On parle de plus d'1 point de PIB de relance, plutôt 1,5 point de PIB de relance entre 2024 et 2026. Sachant que les effets vont se concentrer en 2026, au début 2026 et au-delà. Hein. Et c'est le premier facteur. Ouais. L'Allemagne était à 0 depuis 3 ans. S'il n'y a pas à 1% de croissance et plus, le gouvernement allemand prévoit 1,3% de croissance. Et il a été systématiquement pessimiste, hors période crise, choc imprévu. Donc il est en général prudent. Donc voilà, on passe de 0 à 1,3%. Et donc peut-être à demi, quoi. Voilà, il y aura des effets d'entraînement sur le reste de l'Europe. Et il y a 2 autres raisons. L'autre raison, c'est la stabilisation dans l'immobilier en Europe. Il ne faut pas oublier que ça a été un frein à la croissance. Ça a coûté 0,2 points de croissance par an depuis 2021, 2022, 2023, 2024, la baisse de l'immobilier. Et là, il y a quand même plusieurs signaux de reprise, de moins de stabilisation. Hein. On reste à un niveau déprimé, les prix, les transactions, les mises en chantier. Alors, c'est pas beau en termes de niveau, mais la courbe, elle remonte. Et donc, on sait que c'est plutôt des cycles longs. Donc ça va. Là, si on n'a pas ça qui freine, voilà, on Ce sera sans doute une contribution positive à la croissance. En tout cas, en différentiel par rapport à la tendance passée. Et ça, en plus, a des effets induits sur la consommation et l'épargne. Et sachant que la consommation, s'il y a une désinflation, elle devrait être très correcte aussi. La consommation, d'ailleurs, qui est déjà le moteur principal de la croissance en Europe, on est à 1,3 à 1,4% de croissance l'an. Bon, pour l'Europe, c'est bien, quoi. Et ça donne une très forte hétérogénéité. Oui. Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de conso en France. Donc, c'est ça qui est quand même assez stupéfiant. Oui. Et voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quand sur l'Europe, pour finir là-dessus, sur les perspectives à moyen terme, en moyenne annuelle, quand on regarde les prévisions des économistes, tout le monde est confiant. Enfin, l'écart entre le plus... C'est intéressant. C'est à peu près les mêmes histoires. On est allé... On a perdu tellement de terrain qu'à un moment, c'est un peu l'histoire du fond de la piscine, Michel. Oui, on ne peut n'être que confiance sur... Il y a l'histoire, le fond de la piscine, par exemple, pour l'immobilier, c'est le cas. Ouais. Je pense qu'il y a aussi... Et la relance allemande, c'est un vrai game changer. C'est un changement. Ouais. Et vous parliez de l'Europe tout à l'heure, effectivement, comme territoire d'investissement... L'idée qu'une surperformance des actions européennes est toujours possible, c'est ce qu'on observe d'ailleurs, hein, corrigé du dollar, il n'y a pas à rougir par rapport aux performances des indices américains. C'est une histoire qui continue devant nous encore. Il y a de l'appétit, les flux reviennent aussi. Enfin, c'est un vrai regain d'intérêt pour l'Europe sur des thématiques un peu clés, alors autour de la relance allemande, la défense, la transition aussi peut-être climatique. Ça, c'est des thèmes qui résonnent dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui. Oui, ça a quand même évolué, puisque l'année qu'on vient de vivre, elle a, alors le change aidant, a quand même remis en avant les performances européennes pour les investisseurs en zone euro. Donc ça a quand même un peu rebattu les cartes. Les investisseurs continueront à regarder les États-Unis, évidemment, dans les portefeuilles, et c'est normal, hein, ça reste le marché directeur, mais l'Europe a retrouvé des couleurs. Et comme on le disait, de toute façon, un pays comme l'Allemagne n'a pas le choix économiquement et a les moyens. Donc on a du mal à imaginer qu'à un moment donné, on ne relance pas. Le seul risque dans ce cadre-là, c'est un retard à l'allumage. Bon, ça, on sait faire aussi en Europe, hein, on n'est pas toujours suffisamment rapide et efficace, mais... À part ça, il y aura, il y a les réserves en Allemagne. C'est un peu le seul pays qui a les réserves, oui. Hein, mais elles y sont. Et les thèmes sont là. Le thème de la souveraineté, de manière globale, il est très intéressant parce qu'il est très large et il arrose beaucoup de secteurs. Donc là, c'est vraiment créateur de valeur. Et ça peut être créateur. En tout cas, ça peut ramener de la valeur en Europe qu'on a probablement trop laissé partir aux États-Unis en particulier. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Après, retard à l'allumage, parce qu'on voit bien que la gouvernance européenne n'est pas d'une grande efficacité.
Là, l'intérêt, c'est que les moyens sont entre les mains d'un pays. Oui. Donc, on peut imaginer que ça sera un peu plus rapide et que l'Europe embrayera dans un second temps en y mettant aussi quelques moyens, mais qui seront pas de la même ampleur. Le marché a beaucoup. Dans quelle mesure est-ce que le marché a déjà anticipé tout ou partie de ce qu'on décrit là, c'est-à-dire la cote allemande, le MDAX, etc. Enfin, tous ces indices-là ou toutes ces parties de marché-là sont déjà sollicitées depuis de nombreux mois et depuis mars 2025 en l'occurrence pour l'Allemagne. Celui qui a probablement qui a déjà beaucoup anticipé et dont il faut peut-être un petit peu se méfier, c'est le secteur de la défense pure. Ouais. Parce que là, il y a déjà eu beaucoup de bonnes nouvelles et la difficulté de ce secteur-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles et que les acteurs attendent les carnets de commandes. Ou plutôt, il y a des promesses de commandes et la réalité dans les carnets de commandes, elle n'est pas encore là. Donc ça, je pense qu'il faut peut-être rester prudent. Sur le reste, je pense qu'on n'a pas encore vu grand-chose et qu'on n'a pas anticipé tant que ça parce qu'on n'a pas encore l'exacte teneur de ces moyens qui vont être déployés. Donc on a encore des marges de manœuvre en Europe, ça c'est sûr. Il y aura des surprises positives sur le plan allemand, les effets du plan allemand, les déboursements, le soutien que ça va apporter alors à l'Allemagne bien sûr, mais peut-être avec quelques effets de bord aussi à d'autres pays. Mabrouk. Alors au-delà de l'Allemagne, juste revenir sur cette notion de confort de la BCE, moi qui me sidère, puisque globalement tout le monde projette effectivement une inflation sous la cible, une reprise qu'on peut qualifié de médiocre parce qu'elle peine au potentiel globalement. Et quand on regarde finalement les enquêtes de la Commission européenne, c'est quoi les facteurs bloquants finalement au niveau de la production? Il y en a deux, c'est la faiblesse de la demande qui est structurellement trop faible en Europe et le niveau des taux. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'investissement. En Allemagne, depuis 2022, alors on sait pourquoi il n'y a pas d'investissement. En France, il n'y a pas d'investissement. Et on l'a dit tout à l'heure, l'investissement, c'est la condition sine qua non de la croissance. Je vois mal comment on peut générer de la croissance, à moins effectivement de faire du déficit. Mais ça arrive. Oui, ça arrive. Mais ça arrive pas au bon moment, entre guillemets, encore une fois. Dans les pays frugaux, les déficits vont augmenter. En Allemagne, aux Pays-Bas, ailleurs aussi. Aux Pays-Bas, ça reste à voir. Donc là encore, les Pays-Bas, le jour où ils font du déficit, franchement, j'aimerais bien voir ça. Ils sont en train de réduire l'excédent de façon colossale. Voilà. Oui, ils réduisent un excédent. Mais le problème, c'est quoi? Ils avaient un excédent à 1,5 PIB, mais il a zéro là. D'accord, mais c'est combien les Pays-Bas? Ils ont déjà consommé 1,5 point. Oui, mais le poids des Pays-Bas, finalement, à la zone euro. D'accord, non, mais c'est le signal que ça envoie. Un signal, très bien, mais des signaux, il y en a eu des tonnes, entre guillemets, l'exécution pêche à chaque fois. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, on est là avec plein de bons sentiments et des bons plans et des bonnes idées, encore une fois. Hein. Mais finalement, l'exécution est toujours tardive, alors même qu'aux États-Unis, et je ne suis pas pro-américain par ailleurs, mais on voit bien que lorsqu'ils ont un plan, aussi bon ou mauvais soit-il, ça exécute, ça délivre. Et c'est ça, en fait, le problème, en fait, en Europe. Et c'est pour ça que je suis... Alors, il faudrait combien de baisses de taux de la BCE, alors moi, non, la BCE... Michel, chez SocGen, nous dit une en mars 2026, et après, l'histoire change. Non, mais je suis d'accord avec Michel sur il y aura une baisse de taux, et moi, je pense peut-être qu'elle peut arriver un peu plus tôt. Non, mais en fait, il faut envoyer un signal. Et globalement, en fait, les conditions monétaires aujourd'hui, à 2%, on est sur la neutralité monétaire. On n'est pas sur la... On n'est pas accommodant. On n'est pas accommodant. Et comment voulez-vous qu'on progresse davantage si on n'est pas accommodant? On n'y arrivera pas. Donc, du coup, à un moment donné, il faut... La reprise immobilière, honnêtement... là aussi, c'est très en dents de scie. Et honnêtement, si on maintient ces niveaux de taux d'intérêt, ça reprendra pas. Je suis beaucoup plus circonspect. Et tant qu'on n'aura pas cet alignement, ce policy mix qu'ont les États-Unis... Comment vous voyez la BCE gérer ces différents horizons de temps là, effectivement? Donc il y a l'immédiateté, l'intervalle, avec ce creux d'inflation là, qu'il va falloir accompagner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera en décembre? Est-ce que ce sera en mars? On verra. Et ensuite, vous dites, il y a cet avenir beaucoup plus positif qui fait consensus d'ailleurs. Après, on envisage que la BCE remontera ses taux dès décembre 2026 et puis après au-delà de 2027. Alors qu'est-ce qui va se passer entre mars 2026 et décembre 2026, Michel? En pause. Le plan allemand? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer qui la fera changer 6 mois après ça baisse de taux? Il y a plusieurs. Il y a les effets de tous les facteurs que j'ai mentionnés qui vont booster la croissance. Et alors, nous, on a une vision d'une croissance potentielle extrêmement faible en Europe parce qu'on a une population en âge de travailler qui décroît. Donc, même si on fait des gains de productivité à 0,8 ou 1%, comme le force de travail décroît, le potentiel il est inférieur à ça. Donc, dès qu'on fait 1% de croissance, le taux de chômage il baisse. On est max, ouais. Et c'est ce qu'on observe depuis 3 ans. On a 0,7% de croissance et le taux de chômage, il baisse. Donc, dès que vous faites plus de 0,7% de croissance, là, si on a 1,2% de croissance les prochaines années... Ça veut dire que la croissance va très vite être à nouveau inflationniste? Oui. Alors, en tout cas, c'est notre vision. C'est notre vision. Et donc, nous, on pense au plan de relance en Allemagne. D'ailleurs, probablement qu'il y aura
Quand on regarde, quand il y a des plans de relance, en général, il y a un impact en volume et un impact en prix. Peut-être que l'impact prix sera plus important que l'impact volume par rapport à ce qu'on a observé dans le passé. Parce qu'on n'aura pas les capacités de produire. Exactement. Là, on pense en Allemagne aux dépenses d'infrastructures. On sait que c'est un secteur ça a été mentionné, très peu investi. Donc, il n'y a pas les forces de travail, les capacités aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura un impact sur les prix plus élevé que d'habitude. Le vieillissement démographique. Encore une fois, je le répète, hors flux migratoire exceptionnel, genre guerre au pourtour de l'Europe, la population en âge de travailler baisse. Oui. C'est factuel. C'est factuel. Et, et donc ça, s'il n'y a pas de guerre au pourtour de l'Europe dans les prochaines années, voilà, il y aura un effet mécanique sur le pouvoir de négociation des salariés, la baisse du chômage et les salaires réels. Et le troisième facteur, c'est le changement climatique. Et là, c'est c'est la greenflation, alors. Voilà. Ah. Et là c'est en discussion actuellement. Ça va être encore à la fin de la semaine au Conseil européen. Les objectifs de réduction de gaz à effet de serre 2035-2040 et le mécanisme du deuxième mécanisme de marché carbone ETS2. On a créé un marché carbone il y a longtemps, début des années 2000, qui concernait l'industrie. La plus consommatrice, hein, c'est ça. Voilà, la plus consommatrice. D'accord, la plus intensive. C'est 60% des émissions à peu près. Okay. Et plutôt 40% des émissions. Et ce marché des crédits carbone, on va l'élargir donc à d'autres secteurs. Voilà, et on va y inclure tout ce qui est transport, en particulier transport routier, et puis bâtiment. Et donc quand je dis bâtiment, ce sont les factures énergétiques. Et le mécanisme tel qu'il a été conçu et voté, il a été voté en 2022 par le Parlement européen et donc passé dans la loi par tous les pays européens. C'était avant que les prix d'énergie augmentent. Hein. J'entends. Et ce mécanisme, tel qu'il est conçu, pourrait conduire à une hausse de la facture énergétique pour les ménages et les entreprises de 25 à 35% en cumulé entre 2027 et 2030. Mais ça appartient comment on fait de la croissance avec ça? Ça appartient au passé, ça, Michel. Vous le dites vous-même, ça a oui, été voté avant l'explosion des prix de l'énergie liée à la guerre on va regarder de la Russie en Ukraine. On va regarder quelle va être la séquence politique. Hein, ça a été, c'est un peu comme en France, il y a une situation par défaut qui est ce qu'elle est, et tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, elle reste par défaut. Voilà. Oui, je comprends. C'est un désastre. Mais alors quand on fait chacun son rôle. Voilà, quand on regarde ça, alors après, effectivement, il peut y avoir un impact. Nous, on voit un impact inflationniste, ça rend pas énorme, mais l'inflation pourra monter à 2,5, et puis en moyenne légèrement en dessous. Et puis, alors, c'est pas l'inflation conséquente, mais quand on accumule tous ces mécanismes, mais il y a peut-être aussi des impacts positifs sur la croissance de vouloir être vertueux dans ce type de secteur. Hein. Oui. C'est pas que négatif. Oui, c'est ça. À terme, ça reste une bonne voie. Non, mais on est d'accord là-dessus. Moi, je suis persuadé, oui. L'investissement dans le climat et contre le changement climatique, ça reste. Il y a deux effets. Il y a un effet négatif sur la conso, parce que c'est toujours le consommateur, in fine, qui doit payer la facture, parce qu'il y a des investissements. Mais après, il y a quelques secteurs porteurs. Et puis, in fine, il y a normalement une plus grande efficacité énergétique de l'économie. Si un jour, il y avait beaucoup de renouvelables, 80% d'énergie renouvelable en Europe, le coût marginal de cette énergie, il est quasiment nul. Voilà, donc, in fine... Donc, on retrouverait un avantage énergétique. Mais on parle de très, très long terme, là. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. On s'arrêtera là ce soir. Michel Martinez, Société Générale CIB, Benoît Vesco de Lubac Asset Management et Mabrouk Chetouane, Natixis IM.